des choses que je peux leur dire. Pour avoir un emploi, vous devez d'abord avoir des compétences adéquates aux besoins du recruteur. Ces compétences, ce n'est pas à l'université qu'on doit les acquérir. L'université vous donne la qualification. L'université vous donne les normes. Mais l'université ne vous donne pas la compétence. L'université ne vous apprend pas les métiers. Il faut choisir des filières qui correspondent aux besoins de ceux qui recrutent. Il faut avoir des formations professionnelles en termes de renforcement des capacités en rapport avec les offres d'emploi. Tout à fait. Cessez de chercher de l'emploi avec votre diplôme universitaire. Vous devez avoir des compétences additionnelles. Mais surtout des familles élastiques. On veut vous embaucher, je vais vous le dire. On n'interdit pas quelqu'un d'avoir des enfants. Mais lorsque, je vous donne un exemple, des gens qui rédigent des CV traditionnels, parce que ça, je vais y revenir peut-être plus tard sur les techniques de la recherche d'emploi, comment je peux faire l'intégration professionnelle. Il y a ce qu'on appelle les outils de communication. Vous devez présenter votre CV, votre lettre de motivation, mais il y a certaines informations qu'on n'est pas permis de mettre dans les CV. Parce que moi, les recruteurs, dès que je vois, vous avez 6 enfants, plus votre épouse et vous-même, ça me fait 8. Alors, je me dis, ah bon, mais ça c'est sérieux. Je n'aurai pas le temps de vérifier vos compétences. Moi, déjà, l'aspect social... Ça vous inquiète? Mais il fallait déjà comprendre. À l'époque, quand le confinement avait commencé, moi-même, j'ai passé 4 mois de confinement en dehors du pays, disons de la province, et j'étais en mission. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez remarquer d'abord, on réduit des effectifs en termes virtuels, c'est-à-dire les gens qui viennent au bureau, c'est plus tout le monde qui venait. Du coup, il y a des gens qui ont vu leur salaire être réduit à la baisse, simplement parce que si on vous remboursait les transports de 26 jours par mois, cette fois-ci, vous êtes chez vous à la maison, on vous appelle quand il y a nécessité. Du coup, ça affecte le remboursement des transports. En termes même de performance, vous savez, nous ne sommes pas dans un pays où il y a tous les aspects technologiques mis en place. Comment retrouver son emploi? Comment se réinsérer professionnellement dans les temps de crise? Ainsi, pour en parler, nous venons à la rencontre de M. Alain Poutou, qui est directeur des ressources humaines ainsi que spécialiste en insertion professionnelle. Monsieur Alain Poutou, nous vous saluons. Bonjour monsieur, merci de votre invitation. C'est un réel plaisir que vous puissiez répondre pour la première fois à notre programme Data Market. Nous sommes flattés. Une première question. Vous, en tant que professionnel, comment vous vivez cette période de la Covid-19? Merci beaucoup. C'est vraiment une situation qui touche tout le monde. Aucune entreprise n'est épargnée de cette situation. C'est vrai, vous savez bien que le gouvernement avait interdit à certaines entreprises de ne pas licencier les gens, de ne pas mettre les gens à la retraite ou de résilier leur contrat de travail parce que c'était une situation que personne n'avait prévu que ça soit ainsi. Mais il fallait déjà comprendre. À l'époque, quand le confinement avait commencé, moi-même j'ai passé 4 mois de confinement en dehors du pays, disons de la province, et j'étais en mission. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez remarquer d'abord, on réduit des effectifs en termes virtuels, c'est-à-dire les gens qui viennent au bureau, c'est plus tout le monde qui venait. Du coup, il y a des gens qui ont vu leur salaire être réduit à la baisse, simplement parce que si on vous remboursait les transports de 26 jours par mois, cette fois-ci, vous êtes chez vous à la maison, on vous appelle quand il y a nécessité. Du coup, ça affecte le remboursement des transports. En termes même de performance, vous savez, nous ne sommes pas dans un pays où il y a tous les aspects technologiques mis en place. Vous voulez par exemple scanner un document, vous allez les scanner comment pendant que vous êtes chez vous à la maison, il n'y a pas d'imprimante. Donc, même en termes de productivité, les gens n'étaient plus productifs, les gens n'étaient plus performants comme ils l'étaient avant. Donc, c'est vraiment une situation qui a mis beaucoup de gens en difficulté, que ce soit les entreprises eux-mêmes et aussi
les gens qui sont désemployés dans la société. Parce que psychologiquement, tout le monde était stressé. Les gens se posaient la question, qu'est-ce qui va arriver à la fin de cette crise humanitaire? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Je vais les garder? Bon, d'un côté, oui, l'État dit non, il ne faut pas licencier, mais les gens, vous savez, un opérateur économique, lui, il est capitaliste. Lorsque une entreprise est mise en place, c'est pour faire des profits. Ils ont pris des dettes qu'ils doivent rembourser. Mais quand ils se rendent compte que c'est plus productif, parce que même en termes des importations, tout était limité et c'était compliqué. Très chers téléspectateurs, M. Alain Poutou vient de donner des go. S'il vous plaît, prenez un stylo, prenez votre bloc-notes pour noter, parce que la facette, la spécificité de votre magazine Data Market est que les excellences que nous recevons ont un grand profil pédagogique. Nous devons recevoir des nouvelles connaissances pour une société meilleure. Covid-19 et emploi en RDC, vous êtes à Djolo, vous êtes à Mbandaka, vous êtes au Lualaba, vous êtes à Paris, vous êtes à Dakar, vous êtes au Rond-Point Gaba, vous êtes à Lemba, vous êtes dans votre magazine Data Market où nous recevons pour vous M. Alain Poutou qui est directeur des ressources humaines ainsi que spécialiste en insertion professionnelle. Nous vous avons suivi spécifiquement, la Covid-19 a changé beaucoup de donnes sur le niveau de l'emploi et vous-même vous vous êtes retrouvé en mission de service et vous êtes confiné là où vous étiez. En cette période de crise, qui dit emploi dit revenu. Qui dit revenu dit je peux répondre à mes besoins. Maintenant, quelle est l'attitude doit avoir un professionnel pour pouvoir garantir la continuité de son emploi? Parce qu'il y a dégression. Les gens vont en chômage technique. L'entreprise n'est plus productive pour garder le même effectif. Comment l'employeur doit se comporter et comment l'employé aussi doit se comporter? Oui, merci beaucoup, monsieur. Votre question me paraît pertinente. En fait, un problème mal compris sera mal résolu. Tout à fait. Je pense, à mon humble avis, tout est parti de la base. Ok. Nous sommes dans un système éducatif que nous avons hérité de l'époque coloniale. C'est-à-dire c'est un système dont on a fait copier-coller à partir de l'indépendance. Alors, le monde professionnel, l'évolution technologique impose à notre gouvernement de revoir le système éducatif. Parce que lorsque vous formez les gens, comme si vous les formez dans une moule, sans tenir compte du besoin réel de celui qui va les consommer. À l'époque, vous êtes quelqu'un qui est fort dans l'actualité, vous pouvez remonter les informations, vous allez constater que l'université, par exemple de Kinshasa, lorsqu'elle a été créée, elle était créée pour recevoir 3000 étudiants. Et c'était que lorsque les gens terminaient les études à l'université, c'était des entreprises qui venaient chercher les gens à partir de l'université. Alors, le monde a évolué, il y a l'évolution démographique, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en jeu, mais malheureusement, au niveau de notre système d'enseignement supérieur universitaire, on n'a pas pris soin d'adapter les systèmes aux besoins du marché de l'emploi. Vous voyez, vous allez constater qu'il y a une diversité des universités et ce sont les mêmes facultés qui sont organisées dans toutes ces universités. Vous avez faculté des droits dans toutes les universités, sciences politiques administratives dans toutes ces universités, la médecine. Donc, il n'y a pas vraiment la différenciation. Donc, une spécificité. Non, il n'y en a pas. Les mêmes filières sont organisées dans toutes les universités que nous avons. Et quand vous regardez les contenus de ce qu'on nous enseigne ou de ce qui est comme cours dans ces filières, vous les comparez avec la description de postes sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Ok. Vous serez même choqué. Je n'ai rien contre les professeurs d'université, je les respecte beaucoup, des éminents professeurs. Mais vous serez étonné de voir que quelqu'un qui n'est pas comptable dans une société, c'est celui qui assure le cours de comptabilité à l'université. Un sérieux problème entre la pratique et la théorie. Voilà, qu'est-ce que lui enseigne? C'est la science ou la profession? Il enseigne la science, pas la profession. Et mais maintenant, lorsque la personne va chercher de l'emploi,
la personne sera butée à une difficulté, c'est qu'on lui exige les années d'expérience professionnelle, lui n'a pas encore travaillé, on lui exige certaines compétences alors que lui n'a pas été formé par rapport au métier. Donc, pour répondre de manière claire à votre question, je pense que ce n'est pas en ce moment qu'il faut réfléchir, il faut corriger. C'est dire si une telle situation se reproduisait, qu'est-ce que nous devons avoir comme attitude? C'est pour cette raison, lorsque on forme à l'université, on devrait très bien définir les profils, les débouchés de ces qu'on forme. Est-ce que nous formons des gens qui doivent travailler au bureau d'études et planification? Est-ce que nous formons des gens qui vont travailler dans l'opérationnel? Ou nous formons des gens qui vont donner cours à l'université? Parce qu'avec cette situation de Covid, je vous assure, pour se faire embaucher, à ce moment, c'est plus facile. Hein? Parce que les entreprises, d'abord, n'ont pas besoin de prendre quelqu'un qui n'a pas l'expérience, qu'on doit encore former. Et qui va coûter cher. Voilà, qui va coûter, attendre que la personne s'adapte. Non, ils préfèrent aller débaucher quelqu'un qui peut faire même le travail de 3-4 personnes, mais pour gagner le salaire d'une seule personne. Donc, ce sont des économies qu'eux doivent faire. Maintenant, le problème, c'est que ceux qui sont dans le monde professionnel actuellement devraient réfléchir sur leurs compétences. C'est-à-dire, il faut faire une lecture, une cartographie de l'entreprise là où vous vous retrouvez. Avoir une idée par rapport à cette situation. Si on doit restructurer, quels sont les postes qui seront supprimés? Quels sont les postes qui seront compressés? Et où est-ce que je me situe en termes de compétences? Si aujourd'hui on me dit on prend tel poste, les trois, on les compresse, on en fait un seul poste, une seule position, et qu'on m'ait donné, on me les confie à moi de l'occuper, est-ce que j'ai les compétences pour faire le travail de 3 personnes? Ça, c'est vraiment une question fondamentale que les employés doivent se poser. Donc, il faut vraiment faire la lecture globale de la société. Où est-ce que vous vous situez en ce moment? Et s'il y a des événements malheureux, c'est-à-dire restructurer, refondre, réorganiser l'entreprise, il y aura des emplois qui ne vont plus exister. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre même 3 postes. Je prends le cas des ONG internationales. Tout à fait. Où on publie les postes, on dit assistant administratif et financier. 3 postes à la fois. 3 postes à la fois. Moi-même, j'ai travaillé pour une organisation internationale de la place. Les travaux que je faisais, je suis à la fois en administration, aux finances et à la logistique. Mais les postes est intitulé General Support Officer. Mais vous faites tout. Mais malheureusement, l'université n'a pas formé les gens par rapport aux exigences du marché de l'emploi. C'est là qu'il y a les problèmes. Vous parlez même de comment conserver. Il faut l'entrepreneuriat. Je cherche de l'emploi, je n'en trouve pas, mais comment je peux créer? Parce qu'il y a l'emploi, il y a aussi le travail. L'emploi, c'est que je dépends de quelqu'un. Le travail, c'est mon propre activité que je mets en place. Mais ce n'est pas qu'on va se réveiller un matin, on devient entrepreneur. Ce n'est pas qu'on se réveille un matin, on met en place une entreprise. Il y a des préalables. Il y a la formation d'abord par rapport à l'entreprise que vous voulez mettre en place. Il y a les capitales, il y a les personnels. Mais les capitales, vous allez l'avoir où? On est dans un pays... Si vous regardez, on ne facilite pas, on ne donne pas de subventions pour encourager les initiatives privées. C'est vraiment des carales. J'étais étonné d'entendre ça ici de vous, qu'on aurait remis aux gens 160 dollars pour que ça, ce sont des histoires qu'il faut encourager. Mais maintenant, il ne suffit pas seulement de remettre cet argent, il faut aussi un accompagnement rapproché. Tout à fait. Accompagnement en termes de formation, de renforcement des capacités. Sinon, les gens vont tomber dans les communs des mortels où vous verrez sur une même avenue, il y a 12 terrasses. Parce que tel vend la boisson, l'autre aussi les business, la boisson. Maintenant, c'est les prêts à manger, là, les maléois, vous les verrez sur une même avenue, 4, 5, 6, parce que les gens font ces histoires-là par tradition, par habitude, mais ils ne les font pas par vocation entrepreneuriale. Très chers téléspectateurs, je vous avais promis que vous ne serez pas déçus. Il faut avoir vos stylos, vos calepins pour écrire, parce que c'est très important. Beaucoup de nous n'ont pas les moyens pour aller dans des formations. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le temps d'aller se remettre à niveau. Mais dans Data Markets, vous pouvez avoir
idées, des connaissances constructives pour votre carrière, pour votre environnement. C'est tellement important. Vous le sentez lorsque nous avons la présence sur ce plateau de M. Alain Mpoutou. M. Alain Mpoutou, il y a un élément qui a attiré notre curiosité, comment développer son attitude professionnelle. Beaucoup de gens au milieu professionnel développent l'irresponsabilité professionnelle. Vous ne venez pas à temps, vous faites de l'à peu près, les tâches qu'on vous donne, vous n'atteignez pas, les targets. Mais aujourd'hui qu'on va restructurer à cause de la crise de la Covid, quelle est l'attitude professionnelle pour celui qui veut rester dans son emploi, peut développer? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Comment se développer? Parce que déjà là, qu'on le veuille ou pas, les entreprises privées ou publiques sont essoufflées. Pas de subsides de la part de l'État, plus de financement. Nous prenons même les ONG. Plusieurs projets ont dû fermer parce que les moyens financiers alloués à ces projets ont été alloués pour la lutte contre Covid-19. Comment développer? J'étais juste un chauffeur mécanicien, je me prépare à aller à la logistique. J'étais juste assistante de direction, je me prépare à développer d'autres compétences. Comment faire? Et il y a un sérieux problème. Vous trouverez quelqu'un 10 ans au même poste, il n'a jamais suivi même une formation pour savoir en informatique. La base de données que j'utilisais par rapport à tel programme a changé. Il faut évoluer avec Keybase, il faut évoluer avec tel programme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, surtout aux téléspectateurs? C'est une mine d'or de vous retrouver dans ce plateau de Data Market. Les responsabilités en ce moment sont partagées. Si ça dépendait de moi, on devrait avoir dans toutes les institutions supérieures universitaires un cours sur l'intégration professionnelle. Ok. À partir de G3 et L2. Ok. On devrait avoir ces cours pour préparer les gens à la vie professionnelle. Vous vous souviendrez, dans d'autres pays, lorsque vous terminez les études universitaires, avant d'aller commencer la vie professionnelle, vous devez aller au service national. Est-ce que les stages, entre parenthèses, les stages académiques n'aident pas? N'aident pas. Je vous l'ai dit pourquoi ça n'aide pas. Vous passez 3 ans à l'université pour aller effectuer un stage de 2 mois. 3 ans de théorie, 2 mois de pratique. Qu'est-ce que vous allez apprendre d'important? Il n'y a pas d'équilibrage. Et encore. Ici, je ne vois pas des institutions supérieures universitaires qui ont des partenariats avec des entreprises. À mon avis, on devrait limiter la théorie à 2 ans et toute une année pleine mettre un étudiant dans la vie professionnelle. C'est-à-dire, il a 2 ans de théorie, 1 année de stage, comme ça lui fait 3 ans, vous pouvez lui donner un degré de graduat. De sorte qu'il aura appris ce qui se passe sur le terrain. Même, vous avez évoqué les cas de stage. Nous sommes dans la vie professionnelle, c'était de quelques entreprises correctes, sérieuses, reçoivent encore les stagiaires pour les apprendre le travail. Mais je peux vous assurer que très souvent, ce sont des gens qui viennent, ils n'ont pas d'endroit pour passer les stages, ils vont dans des entreprises simplement pour avoir des points, pour avoir les rapports de fin de stage. Qu'est-ce qu'ils font au cours de la journée? On les envoie d'aller acheter des unités, achète des cartes prépayées, va voir la maman qui fait les maléos s'il a terminé, et à la fin, ils vont chercher eux-mêmes vous aider à avoir un rapport de stage pour avoir des points. Mais ils ne vous apprennent pas le travail. Alors, l'attitude, c'est quelque chose d'important dans la vie professionnelle. Vous savez, aux ressources humaines, moi j'ai appris lors du processus de recrutement que les candidats dont on a besoin, c'est la personne qui a les compétences et qui a l'éthique, c'est-à-dire les caractères. Mais si je ne trouve pas celui qui a les deux, je préfère quelqu'un qui a l'éthique, qui a les caractères, même s'il n'a pas de compétences, on peut les former. Ok. Mais quand je me retrouve face à un candidat hyper compétent, mais il a un problème d'éthique, on ne peut pas l'embaucher. Ok. Parce que l'éthique est liée au caractère de la personne. Vous ne pouvez pas former quelqu'un pour changer son caractère. Ok. Vous comprenez? Donc c'est très important. Dans la vie professionnelle, il faut avoir l'éthique. L'éthique signifie quoi? L'éthique signifie aussi, en d'autres termes, vous devez vous faire accepter vis-à-vis des gens qui décident dans la société. Ça, c'est très important. Les gens qui prennent des décisions stratégiques, des décisions influentes, des décisions qui ont comme conséquence
la bonne marche de la société, vous devez être accepté par ces gens, par votre attitude. Par exemple, vous êtes secrétaire d'un DG. L'éthique liée à votre emploi, à votre poste, vous exige d'être au bureau avant les patrons. Et avant de quitter le bureau, vous devez informer les patrons que vous êtes en train de partir et pas juste l'informer que je pars, mais plutôt lui poser la question s'il peut vous libérer, s'il n'aura pas encore besoin de vous. Dès qu'il vous dit vous pouvez partir, mais avant de partir, vous lui ajoutez la question quelles sont vos priorités pour la journée de demain. Okay. Ça, c'est l'éthique. Mais aujourd'hui, quand on dit aux gens le travail commence à 7h30, il finit à 16h30, ça signifie quoi? Les gens arrivent à 7h30. Et dès qu'il est 16h, notamment les femmes, ils sortent déjà leurs trousses de maquillage, ils commencent déjà à se maquiller, à se préparer. Donc ils ont 30 minutes, le sac est déjà fermé, l'ordinateur est déjà éteint, ils attendent qu'il soit 16h juste pour s'en aller. Comme la sortie des classes. Exact. Quelqu'un de comme ça, il fait juste les minimums liés à son contrat. Il n'est pas performant pour l'entreprise. Il ne va pas au-delà. Vous comprenez? Alors que quand on vous voit, vous êtes dévoué, vous êtes dynamique, vous êtes performant, animé d'une bonne volonté, ce sont des choses qui attirent l'attention de l'employeur. Et même quand on veut dégraisser, vous ne serez pas mis à côté. Parce que vous, on sait que c'est quelqu'un qui est prêt à se mouiller, à se sacrifier pour que les choses avancent. Un autre élément qu'il faut toujours ajouter dans l'attitude, c'est ce qu'on appelle les qualités interpersonnelles. Okay. Là, je fais allusion à quoi? À la discrétion. J'ai fait allusion à la confidentialité. Vous êtes, je prends les cas, moi je suis, par la grâce de Dieu, directeur des ressources humaines dans cette multinationale. Il y a certaines informations confidentielles que j'appelle même les secrets d'État que je détiens. Mais pensez-vous que même à la maison, moi je peux m'hasarder de parler de ça à mon épouse? En aucun jour. Même si on vous dit 1 plus 1 égale 1, mais non, ça c'est franchement un domaine très glissant. Je peux parler à mon épouse, bon, elle par inadvertance, elle cause avec une autre personne, cette information peut sortir. Du coup, c'est plus confidentiel. Donc la confidentialité est très importante. Un autre élément, toujours dans le cadre de l'attitude, c'est la communication. Vous êtes dans une société, les patrons vous disent d'aller transmettre un message, par exemple, aux employés. Je ne peux pas aller dire aux employés que les DG m'envoient de vous dire ça. Ou les patrons m'envoient... Non. Il faut avoir du tact. Je dois avoir du tact et je dois être capable d'assumer. C'est-à-dire, même si les gens ne digèrent pas ça, moi, je dois assumer. Et aussi, un professionnel, c'est celui qui doit apprendre comment protéger son chef, comment couvrir votre chef. Il ne faut jamais aller étaler les faiblesses de votre patron. C'est-à-dire, vous devez tout faire. Je donne un exemple. Vous avez un patron qui est un peu extraverti. Lui, il est trop pragmatique, quelqu'un qui est brut. Mais il peut laisser un document sensible sur la table. Et vous, par curiosité, vous entrez dans son bureau, vous voyez ces documents-là exposés. Quelqu'un qui est confidentiel, il récupère les documents, il cherche un endroit pour les cacher. Il va aller dire à son patron, écoutez chef, j'avais vu tel document que vous aurez laissé par mes gardes, je l'ai caché. Ce sont des attitudes qu'il faut développer lorsque vous êtes dans le monde professionnel. Et un autre élément, il y a la revendication. Il y a des gens qui confondent les droits et les privilèges. Vous pouvez, ça peut être votre droit. Mais comment vous réclamez cela? Comment vous formulez cela? Comment vous formulez votre demande? Mais quand on sent que vous êtes trop syndicaliste, vous êtes trop alarmant, vous êtes trop direct, ce sont des éléments qui peuvent, sans vous rendre compte... Même si vous êtes qualifié... Mais justement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on veut assainir dans une société, ça, ce sont des principes secrets des ressources humaines. On commence par qui? D'abord, les improductifs. Les gens qui ne sont pas performants. De deux, ce sont des éléments dangereux, c'est-à-dire les gens qui travaillent contre la maison. Vous êtes dans la société, mais vous travaillez contre la maison. Vous voyez par exemple les gens qui confondent parce qu'on est collègue de service, on n'est pas amis. N'est pas ami. Le contrat est individuel. Et puis il y a les hiérarchisations. Exactement. Vous verrez par exemple dans la vie professionnelle, surtout avec
l'urbanisation de cette ville où vous travaillez en ville, vous habitez peut-être à Mongafou, là où au fait fond, vous ne pouvez pas avoir le temps de rentrer manger à la maison. Souvent, les collègues 2, 3, 4, ils vont en face chez la maman qui fait le maléwa pour manger. Mais si vous n'êtes pas prudent, comme on dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, quelqu'un peut commencer une histoire. Par mégarde, vous allez mettre aussi des commentaires. Et vos commentaires peuvent être mal interprétés. Voilà, mal interprétés ou gênants. Parfois, celui qui écoute va les rapporter d'une autre façon. Donc, l'éthique m'exige, par exemple, par la discipline, je quitte ma maison avec mon bol de pain, je quitte ma maison avec un peu du riz ou un peu de patates que je vais manger simplement pour éviter de me retrouver dans un cercle avec les collègues ou par inadvertance. Voilà, vous pouvez dire certaines choses. Vous comprenez, ça c'est vraiment c'est lié à l'éthique. Donc vous devez être réservé, mais tout en restant professionnel. Ça c'est très important. Et en cette période, je vous assure, vous verrez ceux qui seront frappés par ces mesures de réduction des effectifs. Ce sont des gens qui ont un problème par rapport à leur éthique, par leur façon de vivre. Parce qu'un employeur, quand il sent déjà que sur le plan d'éthique, vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec lui, bon, il ne trouve pas aussi une faute professionnelle pour vous mettre dehors, mais il y a la sélection naturelle. Ça aussi, ça compte. Il y a la sélection naturelle. Vaut mieux travailler avec quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui a... Vous voyez même dans la vie professionnelle, on peut prendre des maisons de presse. Il y a une chaîne où les gens souffrent d'un paiement de salaire, mais vous verrez des gens font des sittings, ils parlent, ils disent n'importe quoi par rapport à leur chef, tout. Mais après, dès que la situation est régularisée, les chefs vous payent vos droits, mais sachez que... Il y aura ceux qui seront sanctionnés qui vont partir. Justement. Parce qu'ils n'ont pas été patients. Tout à fait. Parce que à quoi s'engager à une guerre où on sait qu'on ne peut pas l'emporter? Ça vous coûte quoi d'être patient dans la vie professionnelle? Monsieur Alain Mpoutou, il y a un élément. Ceux qui viennent tout le temps ajouter des doléances. Aujourd'hui, c'était la femme qui était malade, l'enfant, non, j'ai ceci, le loyer. Est-ce que dans ces pareils temps aussi, ils ne risquent pas aussi de partir? Mais surtout des familles élastiques. On veut vous embaucher, je vais vous le dire. On n'interdit pas quelqu'un d'avoir des enfants. Mais lorsque, je vous donne un exemple, des gens qui rédigent des CV traditionnels, parce que ça, je vais y revenir peut-être plus tard sur les techniques de la recherche d'emploi, comment je peux faire l'intégration professionnelle. Il y a ce qu'on appelle les outils de communication. Vous devez présenter votre CV, votre lettre de motivation, mais il y a certaines informations qu'on n'est pas permis de mettre dans les CV. Parce que moi, les recruteurs, dès que je vois, vous avez 6 enfants, plus votre épouse et vous-même, ça me fait 8. Alors, je me dis, ah bon, mais ça c'est sérieux. Je n'aurai pas le temps de vérifier vos compétences. Moi, déjà, l'aspect social... Ça vous inquiète? Il faudrait que je prenne en charge toutes ces personnes. Tout à fait. Alors, ce qui fait que les gens souvent oublient. Dès que vous êtes dans les processus où vous êtes en train de travailler, aujourd'hui vous amenez doléances, mon enfant, le lendemain ma femme, le lendemain je suis malade, tout ça ce sont des éléments, quand l'employeur réunit ça, il les analyse, ça peut déjà être un frein pour vous. Donc ce n'est pas trop bon et c'est pour cette raison, monsieur, il faut encourager ceux qui travaillent de ne pas avoir une seule source de revenus qui est le salaire. Ça c'est pas bon. Et beaucoup de gens, vous pouvez les constater, dès qu'il prend sa retraite, il ne traîne pas longtemps, il décède. Les gens n'ont pas la culture d'après-emploi. Et ce qui fait que même si vous faites des statistiques aujourd'hui dans des entreprises, la loi sur la sécurité sociale limite l'âge de la retraite à 65 ans. Mais on vous donne la possibilité pour dire l'âge de la retraite s'ouvre à 60 ans. Mais 65 ans, c'est d'office, c'est les plafonds. Et quelqu'un qui a 55 ans aussi peut solliciter une retraite anticipée. Mais posez-vous la question, combien de gens qui sollicitent des retraites anticipées? Parce qu'ils n'ont plus de revenus, ils sont en danger. Voilà, ils ne savent pas où aller après que cet emploi termine. Alors c'est pour cela que il faut, vous, avec des genres d'émissions, des genres de magazines, des activités que vous êtes en train de réaliser, moi je vous encourage. Merci il faudrait maintenant entrer dans des entreprises. Vous devez les intituler, par exemple, l'entrepreneuriat dans les milieux professionnels. C'est important.
C'est vraiment important. L'entrepreneuriat dans les milieux professionnels. Essayez un peu de négocier avec les décideurs des entreprises qui vous laissent ne fût-ce que de l'espace 1 heure, 2 heures pour expliquer aux employés la place de l'entrepreneuriat quand on est dans l'entreprise. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez votre salaire. Peu importe ce qu'on vous paye, c'est un salaire modique ou ça ne vous convainc pas, mais vous utilisez ces salaires, c'est pour créer une autre activité investir, connexe. voilà. Effectivement. Comme ça, vos projets, tout ce que vous voulez faire, vous allez les faire avec les business. Les salaires et l'emploi restent pour assurer votre train de vie, assurer votre minimum. Mais il y a un défaut qu'on a remarqué avec le professionnel congolais, lui c'est l'emploi ou rien. C'est la raison pour laquelle vous verrez une catégorie des parents, donc après les élections, après les indépendances plutôt, et c'était, ils travaillaient chez les Blancs, ils allaient dans des grandes villes, à Léopoldville travailler. Ils ont leurs enfants, c'était la même chose, qui vont en Europe, ils ont des bourses là-bas, ils étudient, ils rentrent pour travailler dans le pays, ils entrent dans la fonction public et ils n'avaient pas d'autre ouverture. Et la nouvelle génération de nos parents qui sont arrivés, eux, c'était l'administration. Donc, pour eux, on ne peut pas développer d'autres attitudes. Or, on s'enterre soi-même lorsqu'on n'investit pas pendant que vous travaillez. Mais effectivement, vous allez au travail, vous êtes employé, mais on vous paye votre salaire, mais ayez aussi une activité. Regardez, pourquoi est-ce que les gens sont criblés de dettes? Ok. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui travaille dans une société, il va dans une banque, il contracte un prêt pour s'acheter une voiture. Ok. Est-ce que cette voiture est pour lui un actif ou un passif? Ça lui bouffe l'argent. Oui, c'est Il une faut dette. l'entretenir, il faut acheter des carburants. Mais pourquoi dois-je aller contracter un prêt dans une banque pour m'acheter une voiture? Mais c'est un standing de vie. Il veut Non. aussi qu'il veut montrer Mais qu'il est c'est intégré comme grâce à cela son que emploi. l'entrepreneuriat et la discipline financière marchent de pair. Ok. Donc la discipline financière ne peut pas marcher de pair avec l'entrepreneur. Non, parce que vous ne pouvez pas. Un entrepreneur doit avoir ce qu'on appelle la discipline financière. Ça aussi, c'est un C'est autre important. problème. Je contracte un prêt à la banque pour investir ces prêts dans une activité, parce que d'abord, il faut retenir que ces prêts-là, il faut payer. Aujourd'hui, avec des banques, les taux d'intérêt vont même jusqu'à 13% du principal que vous avez reçu. Mais maintenant, comment je dois me permettre de contracter un prêt dont les taux d'intérêt, les taux de remboursement, je vais encore les prendre dans mon salaire? Ok. Ça n'a pas de sens. Donc vous n'avez carrément rien Non, fait. mais si au moins je prenais les prêts dans une banque, j'investis pour m'acheter par exemple un taxi-bus ou un taxi, je sais que la première année, c'est pour rembourser l'investissement. La deuxième année, c'est pour commencer à faire des profits. Vous entrez dans vos frais. Voilà. C'est comme ça que vous regarderez même la culture. C'est aussi lié à ça, nous de l'Ouest, quand vous comparez notre culture, notre façon de vivre et les gens de l'Est, c'est différent. Nous, c'est quoi? C'est l'apparence, c'est la visibilité, c'est vraiment l'attraction. Mais on n'a pas un esprit purement entrepreneurial, un esprit commercial. Regardez, vous verrez ici, licencié en agronomie, mais vous allez les trouver au marché en train d'acheter les légumes. Mais lui, il a fini en agronomie. Monsieur C'est Alain Poutou. inconcevable. Un agronome qui achète son épouse ou lui-même achète les légumes au marché. Un agronome qui se retrouve au marché pour acheter la tomate. Mais ça ne peut pas se faire. Et à quoi ça servit les années Mais voilà. d'agronomie? Pourquoi? Parce que tout le monde, dans sa tête, la personne est focalisée à l'emploi. Les gens veulent être dans des bureaux, qu'on l'appelle directeur, qu'on l'appelle comptable, mais peu de gens investissent, peu de gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Nous avons les champs, nous avons la forêt. Mais monsieur, combien de gens, faites les recensements dans des entreprises, combien d'employés ont ne fût-ce que 100 hectares au plateau de Batik? Sérieux problème, hein? Mais nous travaillons à la semaine anglaise, de lundi à vendredi. Est-ce que samedi, dimanche, vous ne pouvez pas avec votre famille vous concentrer pour aller faire les champs? Comme ça, au lieu d'acheter les légumes, vous pouvez l'avoir de votre propre champ. C'est déjà de l'économie que vous pouvez générer.
Donc, les problèmes, c'est qu'on est lié à cette culture de la dépendance professionnelle. Voilà, très chers téléspectateurs, vous n'avez pas regretté. Il nous reste une vingtaine de minutes avec M. Alain Poutou. On ne voit pas le temps passer. La crise est là. Nous sommes là. Vous avez perdu votre emploi parce qu'on a dégraissé. Vous dépendiez que de votre salaire. Maintenant, M. Alain Poutou va nous formater. C'est vrai, nous aurons une série d'émissions avec vous. Je suis en train de voir comment vous êtes en train de regretter. Non, il reste 20 minutes. Comment vous, la télévision, quand ce sont des choses qui ne sont pas intéressantes, vous mettez pendant... Quand ce sont des émissions à caractère éducatif, vous dites qu'il n'y a pas de temps. Nous comprenons, nous allons revenir. Monsieur Alain Poutou, avec sa permission, nous allons faire une série des émissions parce que vous devez aussi voir ce qu'il dit, parce que c'est important quand on voit en présentiel celui qui est en train de parler. Vous nous suivez de Tombouctou, vous nous suivez de Mali, vous nous suivez de Garoua, vous nous suivez de partout en Afrique. Les jeunes Africains ont presque les mêmes problèmes. Vous nous suivez du Lualaba, du Tanganyika, vous nous suivez à Kinshasa, vous êtes dans votre magazine Data Market. Vous nous suivez aussi par les réseaux sociaux Facebook Live, Twitter, WhatsApp. Vous nous suivez sur Kin24 et d'autres chaînes partenaires où est diffusé ce programme. Vous êtes dans la situation de crise, vous n'avez plus d'emploi, mais vous avez un emploi peut-être, mais qui ne suffit pas à répondre à vos besoins. Monsieur Alain Poutou va nous formater à l'esprit entrepreneurial. Comment développer son esprit entrepreneurial? Par où commencer? Je reconnais ma faute. Je me retrouve dans tout ce qu'a dit M. Alain Poutou, mais comment renaître? Oui, ça c'est important. Comment renaître? Et ça c'est une question fondamentale. D'abord, vous devez avoir ce désir d'entreprendre. Ok. Ça c'est important. Et là, beaucoup de gens commettent cette imprudence ou cette erreur. Ok. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, il faut qu'on se comprenne. Ça, c'est d'abord le... Ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a des gens, de par leurs capacités innées, par leurs aptitudes, ils sont faits pour travailler à côté des gens. Sinon, on risque d'avoir ce que j'appelle les entrepreneurs ratés. Ok, ça existe aussi. Ça existe. C'est-à-dire quoi? On les voit. Excusez-moi, je ne suis pas contre la prière, mais vous voyez par exemple des églises de réveil. Quelqu'un qui est interprète à côté d'un pasteur, l'église grandit. Pour lui, il voit, bon, le pasteur est en train de se retrouver avec son ministère qu'il a mis en place. Lui, il dit, non, Dieu m'a parlé, que je devrais me séparer avec vous, j'ai reçu l'appel, je dois commencer mon œuvre. Ok. Il était interprète. Demain, il devient pasteur. Mais quand vous essayez de creuser, c'est qu'il est le fils spirituel d'un autre pasteur. Ok. Il est allé commencer une activité, ce n'est pas par appel comme lui-même le prétend dire. Il est allé par ambition, mais pas par vision. Il est allé par ambition, mais pas par vision. Ambition, mais pas par vision. Vous êtes là avec votre magazine que j'apprécie beaucoup, toutes les activités que vous êtes en train de réaliser. Un grand merci. Le lendemain, je deviens collaborateur avec vous. Après, par ambition, je dis non, moi aussi je vais faire la même chose. Non, ça c'est pas l'entrepreneuriat. Ça c'est pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, d'abord, il faut faire auto-évaluation. Quelles sont mes aptitudes par rapport aux aptitudes entrepreneuriales? Et si je réalise que moi, je suis bon pour être à côté d'un entrepreneur, moi, mes talents, mes compétences, c'est pour l'organisation du travail. Il me faut être à côté de cet entrepreneur comme le gestionnaire de ses affaires. Lui, il a l'inspiration. Lui, il a la vision. Et moi, maintenant, c'est celui qui met de l'ordre dans sa vision. Tant que vous ne faites pas cette analyse, tant que vous ne faites pas cette auto-évaluation, vous risquerez d'être un entrepreneur raté. Mais j'ai vu Madame Clémentine aller à Dubaï acheter des habits, elle a fait une boutique, ça marche.
espérance aussi. Non, je me jette aussi dans ça. Ça, c'est pas l'entrepreneuriat. Mais ça marche. L'autre fait les beignets. Je vois dans le quartier, il y a ce besoin-là. Moi aussi, je peux y aller. Je vous ai dit, il y a la différence entre la vision et l'ambition. Ok. C'est la même logique avec les salaires. Ok. Vous travaillez dans une entreprise, on vous paye 1 000 $, vous trouvez que ce salaire n'est pas suffisant parce que votre chef touche 5 000. Ok. Vous voulez quitter pour aller toucher 5 000. Lorsque vous allez arriver dans une autre entreprise, on vous paye ces 5 000, mais vous avez un chef qui touche 15 000. Vous serez excité aussi de quitter. Donc c'est comme ça que je dis, il faut avoir la vision, mais pas les ambitions. Ça, c'est vraiment le premier pas vers l'entrepreneuriat. Il faut avoir la vision, il faut avoir la passion pour l'entrepreneuriat. Et il faut faire l'auto-évaluation. Est-ce que suis-je entrepreneur ou un gérant ou un collaborateur, gérant ou collaborateur? Tout à fait. Parce que je donne un exemple. Vous, dans vos aptitudes, vous avez des aptitudes d'un gestionnaire, quelqu'un qui gère bien l'argent, quelqu'un qui est bon dans les budgets, mais vous avez un entrepreneur, lui, il a les innovations, il a la créativité, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui a des mains trop tendres. Quelqu'un lui demande de l'argent comme ça, il donne. Alors, cette personne a besoin d'un financier coriace à ses côtés pour l'aider à faire avancer ses affaires. Donc, il ne suffit pas de se dire non parce que ça marche. Donc, on a un sérieux problème. Non, c'est ça le problème. Mais où on peut développer ces cultures? C'est à l'école, c'est en famille, c'est où? Non, la culture commence d'abord à partir de la famille. Monsieur, vous savez, moi, j'ai quand même eu la chance de discuter avec ma mère. C'est vraiment quelqu'un qui m'a formé en entrepreneuriat. Je suis directeur des ressources humaines dans cette multinationale, mais je vous dis que moi je suis un entrepreneur. Je ne suis pas un employé borné au vrai sens du mot, mais je suis un entrepreneur. J'ai mis en place tout un centre d'appui à l'entrepreneuriat et insertion professionnelle. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Ma mère m'a toujours dit, voyez le discours que certains parents ont communiqué à leurs enfants sur la table, que pour devenir utile dans la vie, il faut faire l'université. Mais ma mère n'avait pas cette communication. Ma mère disait, ce ne sont pas toutes les filières qui sont dans les universités qui doivent t'intéresser. Il faut aller dans une filière qui te permet d'être utile dans la vie. Donc vous voyez que c'est la même communication, mais n'est pas communiquée de la même manière. Donc si tu n'as pas fait l'université, tu n'es rien. Non, mais c'est ce que les parents nous ont fait. Sinon, on n'est que docteur, on n'est qu'avocat. Les parents nous ont fait comprendre que pour être utile dans la vie, il faut faire l'université. Alors que l'université n'est pas faite pour tout le monde. On devrait mettre l'accent sur l'école des professions. C'est comme ça, on a manqué à avoir des Picasso, des grands peintres, de grands artistes, des grands sportifs. Aujourd'hui, même la maçonnerie, on nous importe la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'on a inculqué aux gens que pour devenir utile dans la vie, il faut aller à l'université. Un carreleur chinois gagne beaucoup d'argent à cause de la spécificité qu'il a. Ma vieille maman a fini dans ce qu'ils appelaient à l'époque l'école d'apprentissage pédagogique. À leur époque, on les a appris l'hôtellerie, la pédagogie, la décoration intérieure, la coupe et couture. Vous comprenez? Elle est enseignante, mais en même temps... Elle avait la pratique, elle pouvait directement travailler. L'économie domestique. Mais aujourd'hui, allez-y dans ces institutions ici. Est-ce que vous allez voir des hommes, par exemple, faire l'Institut supérieur des arts et métiers? Ah voilà. Monsieur Alain Poutou, nous terminons déjà l'émission. On ne voit pas le temps passer. Quelle est la relation doit-on avoir avec l'argent? Ah oui, ça c'est Quelle est notre relation avec l'argent? Tu peux offrir à quelqu'un 10 $, il te dit, ah, tu m'as seulement donné que 10 $ seulement. Seulement 10 $. C'est tout l'argent que tu peux me donner. Quelle est la relation, où je vous l'ai dit, le respect qu'on doit avoir de l'argent? L'argent en tant qu'outil ou en tant que maître? C'est très important. Il faut que l'argent devienne pour vous un outil qui va vous servir pour certaines choses. Mais il ne faut pas que l'argent prenne le dessus sur vous. Ça, c'est très important. Moi, en tant que chrétien, je suis né de nouveau. J'ai confessé Jésus-Christ de ma bouche comme Seigneur et Sauveur. Je ne crois qu'au Seigneur. Amen. Je peux dire aux gens qu'il ne faut pas que vous deveniez l'esclave d'argent. L'argent doit devenir votre esclave. Mais on doit gagner de l'argent à tout prix. Alors, non, pas ça. Vous savez, l'indépendance financière, c'est une approche, c'est une perspective. On ne devient pas riche le même jour. Moi, je n'ai jamais été d'accord des gens
tout d'un coup il se réveille, il a 100 000 $, parce qu'il vole au gouvernement, parce qu'il vole là où il travaille, ça c'est pas bon. Vous savez, pour être fier de votre prospérité, il faut que ça soit quelque chose qui suit les processus. La même chose, nous, enfants de Dieu. On a tendance, vous savez pourquoi est-ce que, excusez-moi, je n'ai rien contre les gens qui vont dans des loges, mais j'ai toujours dit aux gens, ces gens utilisent simplement votre psychologie pour vous entraîner dans ces histoires. Parce qu'ils constatent que vous êtes trop attiré par les matériels et lorsqu'ils viennent en communication, c'est avec ça. Vous est présent. Et c'est pour cela que même notre maître, le modèle qui est Jésus-Christ, lorsqu'il a compris que les gens n'étaient pas convaincus de son évangile, il était obligé d'utiliser les matériels pour attirer l'attention des gens. Et maintenant, quand les gens l'ont suivi, il a dit, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé, parce que vous avez bu. Il voulait faire allusion au matériel. Vous voyez? Alors, c'est important que les gens comprennent que vous devez avoir une attitude positive vis-à-vis d'argent. Et je dis souvent aux gens, il n'existe pas de différence entre un riche et un pauvre. La différence entre les deux, c'est au niveau de la mentalité. Vous voyez, même lorsque on est dans nos familles, il y a des successions, il y a des héritages, les gens vont en procès. Pourquoi ça? Moi, un chrétien né de nouveau, je vais aller assigner un frère en justice parce que nous disputons la parcelle. En d'autres termes, c'est comme si je veux faire croire à Dieu qu'il est impossible que par toi, que j'ai ces histoires ici. Vous comprenez? C'est très important. Il faut que les gens comprennent, même l'argent est biblique. Lorsque Jésus avait un problème d'impôt, il dit à l'un de ses disciples d'aller pêcher. Le premier poisson que vous allez attraper, ouvrez sa bouche et trouvez l'argent. C'est pour vous dire quoi? L'argent est spirituel. En d'autres termes, Jésus, le plus grand entrepreneur, peut-être les gens ne lisent pas bien la Bible, le plus grand entrepreneur, c'était Jésus. Et c'est comme ça que les chrétiens doivent, franchement, vous avez la Bible, vous avez la vie de prière et vous devez aussi l'entrepreneuriat à côté. Autrement, vous allez faire la honte de l'évangile. La honte de l'évangile. Je vous le suis. Vous allez faire la honte de l'évangile. Donc, il faut que les chrétiens apprennent à entreprendre. Travailler n'est pas mauvais. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. La Bible dit, les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Ça dit, c'est l'entrepreneuriat. On n'a pas dit les précieux trésors de l'homme, c'est l'emploi. Non, on dit l'activité. Donc, il faut que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Je vais au travail, je travaille pour autrui de 7h jusqu'à 16h. Le soir, je suis dans mes propres business. Dans le soir, je travaille pour moi-même. C'est important. C'est très important. Parce que si vous n'avez qu'une seule source de revenus face à plusieurs dépenses, mais vous allez finir votre vie pauvre. Vous vous rappelez de l'histoire de la Bible où quelqu'un est décédé, prophète, mais il laisse sa femme et ses enfants avec des dettes. Mais lui, il avait la Bible avec lui. Ça, c'est la honte de l'évangile. Donc, c'est pourquoi il faut enseigner l'entrepreneuriat. Avec vous, on n'a pas vu le temps passer. Je ne sais pas comment vous dire de conclure ou qu'est-ce qu'on doit retenir, mais essayez-vous à cet exercice. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce premier numéro avec vous dans Data Market? Nous savons que vous avez un temps serré, mais lorsque vous nous donnez la possibilité de venir, nous allons courir rapidement pour venir. Monsieur Alain Poutou. Oui, c'est que les téléspectateurs peuvent retenir de manière brève. La première des choses que je peux leur dire, pour avoir un emploi, vous devez d'abord avoir des compétences adéquates aux besoins du recruteur. Ces compétences, ce n'est pas à l'université qu'on doit les acquérir. L'université vous donne la qualification. L'université vous donne les normes. Mais l'université ne vous donne pas la compétence. L'université ne vous apprend pas les métiers. Il faut choisir des filières qui correspondent aux besoins de ceux qui recrutent. Il faut avoir des formations professionnelles en termes de renforcement des capacités en rapport avec les offres d'emploi. Tout à fait. Cessez de chercher de l'emploi avec votre diplôme universitaire. Vous devez avoir des compétences additionnelles. L'emploi, lorsque vous l'avez, ce n'est pas un acquis. Il y a des exigences qui peuvent faire à ce que vous puissiez perdre l'emploi. Donc, il est important pour vous de développer certaines qualités qui feront à ce que vous puissiez maintenir votre emploi, attirer la confiance de vos chefs, être utile, devenir indispensable dans la société.
Et lorsque vous avez cet emploi, vous avez attiré la confiance de vos chefs, les gens vous font confiance, certaines décisions ne peuvent pas être prises sans qu'on vous consulte. Maintenant, il faut être sage dans les peu que vous gagnez comme salaire. Il ne faut pas seulement prendre de votre salaire parce que quand vous regardez même les bulletins de paye en soi, il n'existe aucune rubrique dans les bulletins de paye qu'on appelle épargne ou économie. Rien. Ce qu'on vous donne, c'est pour le logement, les transports et votre rémunération qui est le salaire de base. Mais maintenant, vous devez prendre dans votre salaire, ayez un planning, un papier, un budget pour gérer les paix que vous avez, tout en prenant ne fût-ce que 30% de votre revenu pour commencer à investir ça dans une autre activité. Comme ça, au moins, les salaires vous permettent d'assurer votre train de vie, mais vos propres business vous aident pour l'investissement. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que les gens négligent l'entrepreneuriat. On ne devient pas riche avec les salaires. Je ne connais personne au monde qui est devenu riche avec son salaire. La majorité des gens qui sont riches aujourd'hui les sont par les affaires, pas par les salaires. Donc, nous ne devons pas rester accrochés à l'emploi, mais il faut voir aussi les alternatives, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, l'agriculture et exploiter d'autres opportunités qui sont tout autour de nous. Et un autre élément important, c'est que c'est l'auto-évaluation. On doit s'évaluer. Si moi, mes compétences ne peuvent être utiles que si je suis à côté de vous, il serait mieux que je me réserve, que je reste à côté de vous, gagner ma vie à vos côtés. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'exceller dans vos initiatives, je me dis effectivement, parce qu'il m'a donné l'opportunité de parler sur son caméra et que moi aussi je prétends faire la même chose que vous, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment bien faire ces tests de personnalité, vous faites cette auto-évaluation pour pouvoir vous situer. Est-ce que je suis bon pour être à côté de quelqu'un ou je suis bon pour créer ma propre entreprise? Un grand merci, Monsieur Alain Poutou. C'est moi qui vous remercie. La première des choses que je peux leur dire, pour avoir un emploi, vous devez d'abord avoir des compétences adéquates aux besoins du recruteur. Ces compétences, ce n'est pas à l'université qu'on doit les acquérir. L'université vous donne la qualification. L'université vous donne les normes. Mais l'université ne vous donne pas la compétence. L'université ne vous apprend pas les métiers. Il faut choisir des filières qui correspondent aux besoins de ceux qui recrutent. Il faut avoir des formations professionnelles en termes de renforcement des capacités en rapport avec les offres d'emploi. Tout à fait. Cessez de chercher de l'emploi avec votre diplôme universitaire. Vous devez avoir des compétences additionnelles. Mais surtout des familles élastiques. On veut vous embaucher, je vais vous le dire. On n'interdit pas quelqu'un d'avoir des enfants. Mais lorsque, je vous donne un exemple, des gens qui rédigent des CV traditionnels, parce que ça, je vais y revenir peut-être plus tard sur les techniques de la recherche d'emploi, comment je peux faire l'intégration professionnelle. Il y a ce qu'on appelle les outils de communication. Vous devez présenter votre CV, votre lettre de motivation, mais il y a certaines informations qu'on n'est pas permis de mettre dans les CV. Parce que moi, les recruteurs, dès que je vois, vous avez 6 enfants, plus votre épouse et vous-même, ça me fait 8. Alors, je me dis, ah bon, mais ça c'est sérieux. Je n'aurai pas le temps de vérifier vos compétences. Moi, déjà, l'aspect social... Ça vous inquiète? Mais il fallait déjà comprendre. À l'époque, quand le confinement avait commencé, moi-même, j'ai passé 4 mois de confinement en dehors du pays, disons de la province, et j'étais en mission. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez remarquer d'abord, on réduit des effectifs en termes virtuels, c'est-à-dire les gens qui viennent au bureau, c'est plus tout le monde qui venait. Du coup, il y a des gens qui ont vu leur salaire être réduit à la baisse, simplement parce que si on vous remboursait les transports de 26 jours par mois, cette fois-ci, vous êtes chez vous à la maison, on vous appelle quand il y a nécessité. Du coup, ça affecte les remboursements des transports. En termes même de performance, vous savez, nous ne sommes pas dans un pays où il y a tous les aspects technologiques mis en place.